Connexion. Impeccable, bravo, merci beaucoup, Valie, d'être venu. Et donc, on en est au doute, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et, Oui, et on disait qu'on était à la page 105, 155. oui, 155, voilà. Donc, en effet, on avait dit que on avait été jusqu'à la définition donnée par le Loïc de Rateux, c'est ça, dans la définition du doute, qui est une cognition qui a des dilemmes ou qui hésite concernant son objet, ouais. Oui, Et on avait vu en effet que la Potier disait que c'était pas la peine de dire par son propre pouvoir. Est-ce que tu te souviens pourquoi? non. Parce que on avait vu que les facteurs mentaux, en fait, ils faisaient faire la même chose que ce qu'ils font eux-mêmes à la conscience principale et aux autres facteurs mentaux qui l'accompagnent. Et donc, mais c'est quand même leur boulot à eux, ouais, comme un ministre de l'Éducation qui décide de faire quelque chose, le gouvernement va le faire, mais c'est Oui, par c'est le que ça, pouvoir ok. du ministre de l'Éducation. Et Mhm, là, en effet, le doute, dans la définition donnée ici, par son propre pouvoir, mais aussi chez Yongzin Pulwuchok, ils mettent aussi par son propre pouvoir. Pourquoi? Pour dire que c'est un facteur mental. C'est le facteur mental du doute qui fait douter le reste de la conscience conceptuelle qui est associée à ce facteur mental. Ouais. Mais mhm. la Rinpoche dit quand on a les divisions septuples que tu connais par cœur, Oui. Mm. Division septuple, on ne dit pas si c'est des facteurs mentaux ou des consciences principales, c'est en général. Mhm, Ouais, quand on dit par exemple une perception directe, c'est non seulement, par exemple, si on prend une conscience visuelle, perception directe visuelle, c'est non seulement la conscience principale visuelle, mais aussi les facteurs mentaux qui l'accompagnent. oui. Donc, par exemple, la sensation qui accompagne la conscience visuelle, si c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, c'est aussi une perception directe. Ouais, même le facteur mental de sensation. Mhm, Ouais. mhm, Même le facteur mental intention. Le facteur mental, il y avait quoi aussi? Identification, etc. Ouais. Et donc, c'est pourquoi, en fait, toutes les cognitions, les divisions septuples, c'est des cognitions, on ne dit pas si c'est des facteurs mentaux ou des consciences principales. Ouais. Donc, c'est en général, et donc c'est pourquoi la Poche dit on pourrait se passer de dire par ce propre pouvoir pour ne pas avoir à dire bah, c'est un facteur mental, c'est une cognition en général de toute façon. Ouais, mhm, mhm, mhm. impeccable, super. En général, ok. Ouais. Très bien. Et donc, il dit ça, il dit cela me semble davantage correct parce que la division septuple de l'auric, ouais, cognition, conscience, etc., n'est pas opérée en termes d'esprit et de facteurs mentaux. Il est marqué fonction cognitive, mais ces facteurs mentaux, c'est pareil, mais reste de nature générale. Ouais. Donc, c'est pour Mhm, ça qu'il dit qu'il n'y a pas besoin de mettre par son propre pouvoir. Lorsque le doute est défini comme une cognition qui a des dilemmes entre deux directions par son propre pouvoir, cela veut dire qu'il est un facteur mental. Et cela écarte tout le reste. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que le doute soit la conscience conceptuelle, la conscience mentale qui est associée au doute. Si on dit par son propre pouvoir, ça exclurait du coup la conscience conceptuelle. Ouais, la conscience principale, ouais, qui est la conscience mentale. Et donc, lui, il dit non, il n'y a pas besoin de l'exclure, on peut l'inclure. Et donc, il n'y a pas besoin de mettre par son propre pouvoir. C'est ça qu'il est en train de dire. ok, ok. Mais le terme doute, en général, inclut autant euh, l'esprit, oui, inclut autant l'esprit que les facteurs mentaux. Il me semble que inclus, c'est UT à la fin. Ouais, c'est UT normalement, mais c'est pas grave. Euh, ouais, donc le doute en général inclut autant les consciences principales que les facteurs mentaux. Ouais, quand on dit doute en Mhm, général, ça peut renvoyer aux deux. C'est pourquoi je pense qu'il est mieux d'utiliser la définition qui correspond à l'usage général en laissant de côté par son propre pouvoir. Ouais, donc c'est ce que ok. dit la Potier ici. Mhm. Impeccable. Et parmi les afflictions racines, dans les afflictions racines, qu'est-ce qu'on peut avoir? Tu te souviens? Est-ce que ça te parle ou pas? Non, quand on parle des afflictions racines, les 6 afflictions racines. J'ai vu ça tout à l'heure, c'est marqué. Ouais. Euh, c'est marqué dans le bouquin, c'est sûr. Oui, au tout début. Au tout début, ouais. Ouais, 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 Exactement. ouais, ouais. Ouais, on avait. Normalement, il y a l'attachement obsessionnel, la Ouais, colère, ouais, l'ignorance, le doute, ouais. ouais, Donc, la tout ça fait vue, partie. les vues affligées. Et puis, il y a quoi d'autre? Il y a l'orgueil aussi. Ouais, attachement, colère, orgueil, ignorance, doute et les vues affligées. Et donc, Ouais. le doute, il en fait partie. Sauf que ce doute-là, dans les afflictions
principale, c'est ce qu'on appelle vichikitsa en sanskrit. Vichikitsa, c'est nécessairement une affliction. Alors que ici, quand on parle du doute, c'est samshaya en sanskrit. C'est un autre type de doute. Donc c'est pourquoi il ne faudrait pas penser que le doute est nécessairement une affliction. Ouais. Par Mm. exemple, si tu veux faire une recherche scientifique, par exemple, eh ben, tu dois nécessairement douter. Tu dois te poser la question, tiens, est-ce Mm. que c'est Mm. vrai? Est-ce que ce que je vois sur Internet, est-ce que c'est vrai ou pas? Ou est-ce que je vais vérifier? Mm. Est-ce que je vais faire est-ce que je vais faire de la recherche, etc. Et nous, dans ce cas-là, c'est plutôt un doute scientifique Oui. Il qui est a, bénéfique, ouais. voilà, et qui amène normalement vers une cognition valide. Mm. Ouais. Mm. Et donc, c'est pourquoi c'est pas une affliction dans ce cas-là. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Il dit l'une des afflictions mentales racines, ouais, l'une des afflictions racines est appelée doute. Ouais. Parmi les 6 afflictions racines, il y a le doute. Ce doute est nécessairement un facteur mental et est nécessairement souillé, Oui, oui. ça veut dire afflictif. Ouais. Mhm. Ok, Mhm. très bien, très bien. Et donc, en effet, quand on parle des afflictions, les afflictions, c'est que des facteurs mentaux. Ouais, c'est jamais des consciences principales. Bien sûr que Mhm. la conscience principale qui est associée à une affliction, elle est aussi affligée. Ouais, par exemple, si on a une, une conscience mentale associée à l'ignorance, à l'orgueil, etc., cette conscience mentale est aussi en train d'être orgueilleuse ou en train d'être ignorante. Ouais. Mhm. Et quand on parle des afflictions, les afflictions sont nécessairement des facteurs mentaux. Mhm. Ouais, ok, Oui. très bien, très bien. Génial, Mhm. génial. Ouais, les doutes souillés, c'est c'est aussi le fait de dire, de toute façon, c'est moi qui ai... Enfin, se mettre un peu dans l'état d'esprit d'agressive. J'ai les doutes, mais et il m'a embêté, je sais pas quoi. Je pense que c'est aussi dans ce Ouais. sens-là. Alors ça peut engendrer, ouais, le doute affligé pourrait engendrer une autre Voilà. affliction, ouais, tout à fait. On pourrait ne pas savoir, par exemple, s'il y a la causalité karmique. Mhm. On pourrait ne pas arriver à déterminer si l'autre ressent la douleur, etc. Et Oui, donc, on c'est ça. pourrait être violent à cause de ça, exactement. Ouais, très bien, exactement. Et donc, le doute est nécessairement un facteur mental et est nécessairement souillé dans le sens où il est nécessairement affligé. Quand on parle du doute qui est l'une des afflictions racines, bien sûr. Mhm. Le doute en général, celui qui est dans les divisions septuples, n'est ni nécessairement une fonction cognitive, donc un facteur mental, ni nécessairement une affliction. Ouais, ça peut être le doute constructif, ça peut être le doute scientifique. Mais en effet, dans un lyrique de Kunkien Jamyang Shepa à Jebon Gomang, lui, il dit littéralement, il dit le doute est nécessairement une affliction. Mais parce qu'il choisit justement de parler du doute qui est une affliction. Mais est-ce que Mhm. ça exclut nécessairement n'importe quel Mhm. autre type de doute? Alors là, il faudrait se poser la question. Et c'est pour ça que la Rinpoche se pose la question d'ailleurs. Ouais. Et donc, il dit, le doute est de 3 sortes. Alors là, ils ont mis salutaire et non salutaire, mais en fait, on pourrait mettre vertueux et non vertueux. Ouais, en Mhm. général, c'est la terminologie qui est choisie. Vertueux, non vertueux et indéterminé. Ouais. Neutre ici, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas très grave, hein. On pourrait mettre vertueux, non vertueux et indéterminé. Ouais, indéterminé, ça veut dire que le Bouddha n'a pas déterminé si c'était vertueux ou non vertueux. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Et ici, salutaire, ça veut dire vertueux. Donc la vertu, en général, la vertu, ça pourrait être défini comme ce qui est classifié comme ce qui est cause de bonheur. Mhm. Mhm. Et la non-vertu, qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, c'est ce que je viens de dire, c'est en fait tout ce qui engendre des mal-être ou Oui, exactement. Tout à fait. C'est ce qui est classifié comme cause de souffrance, on pourrait dire. Ouais, exactement, la non-vertu. Très bien, et ben c'est super. Et indéterminé, bah, en fait, ça n'est cause ni de l'un ni de l'autre, tout simplement. Ouais. Mhm. Mais c'est donc la conséquence qui est importante là. Oui, exactement. C'est en dépendance de la conséquence. C'est ça qui fait qu'un acte est vertueux ou non vertueux, exactement. Ouais. Ou une affliction, ou, etc. Ouais. Très bien. Et donc, un doute vertueux serait par exemple une cognition qui hésite sur le fait qu'une action puisse avoir un effet ou non et pense que c'est probablement le cas. Ouais, donc bien sûr, ici on parle de la causalité karmique, c'est ce que dit la note en dessous. Ouais, la fructification karmique, vipaka, ça veut dire la fructification karmique. Et en effet, si on se dit, ouais, si j'agis mal et que ça engendre de négativité à l'avenir,
de la souffrance à l'avenir, je vais m'abstenir de mal agir. Ouais. Mais Mhm. je ne suis pas sûr. Mais je me dis, au cas où, je m'abstiendrai. Et donc, Mhm. dans ce cas-là, ce serait un doute vertueux. Ouais, parce qu'on tend quand même vers le factuel d'une certaine manière. Mhm. Il dit ensuite, ou encore une cognition qui hésite quant à l'existence des vies passées et à venir et pense qu'elles existent probablement. Ouais, donc là, c'est pareil, c'est un doute qui tend vers le factuel et donc c'est considéré ici comme vertueux. Il est certain que le doute salutaire ou vertueux existe. Ouais, on a passé une page, car il est dit que le simple fait d'entretenir un doute quant à la vacuité, oui, pensant que les phénomènes sont probablement vides d'existence intrinsèque, ruine l'existence cyclique. C'est exactement ce que dit Aryadeva, ouais, l'un des disciples proches de Arya Nagarjuna, qui dit, il dit littéralement, il dit ceux qui ont peu de mérite n'entretiennent aucun doute au regard des apparences. Et ceux qui ont des mérites ont des doutes au regard de l'apparence, et donc ça fait trembler leur samsara à la racine. Ouais. Donc si on essaie de douter, on se dit, tiens, peut-être que les apparences ne sont pas la réalité. C'est énorme parce qu'on va se diriger ensuite vers une compréhension de la vacuité. Mhm. Mhm. Et donc, dans ce cas-là, ce doute est extrêmement vertueux, extrêmement utile. Ouais. Mhm. Donc c'est pourquoi si on disait que n'importe quel doute était une affliction, eh ben, Aryadeva se tromperait en disant, bah, ceux qui ont des mérites, ceux qui sont méritoires, ont des doutes au regard du bien fondé des Mhm. apparences. Mais c'est l'idée de se mettre en question aussi, hein. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est Mhm. le doute scientifique, on pourrait dire. Mhm. Ouais, très bien, très bien, très bien. Et donc, en effet, donc ce doute très utile, très salutaire, dans ce cas-là, en effet, il est vraiment nécessaire. Ouais, se poser la question, tiens, est-ce que les apparences sont la réalité ou pas, etc. Est-ce que ce qu'on me dit sur Internet, c'est la réalité ou pas? Est-ce que tout ce que je vois aux infos, etc., est-ce que c'est la réalité ou pas? Avoir un doute constructif, c'est pas une fermeture d'esprit, c'est une ouverture d'esprit, mais aussi une forme euh, d'esprit critique. Ouais, très bien. Et donc là, Potier dit, il serait étrange qu'un tel doute, mentionné par Avyadeva, capable de ruiner le samsara, ne soit pas vertueux. Voilà, si on disait que tous les doutes sont nécessairement non vertueux, ben même celui qui ferait trembler le samsara à la racine serait non vertueux. Ouais, ce serait contradictoire, ouais. Mhm. Ça rejoint l'idée de Dorian quand il dit on n'a pas tous les cartes en main, quoi. Enfin, Oui, on n'a pas toutes les cartes en main et c'est pourquoi, en l'état actuel, on peut bien sûr essayer de rechercher à analyser les choses et essayer mhm. de certifier les choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas certifier même par nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a besoin de faire confiance au Bouddha, par exemple, Mhm. dans Mhm. pas mal de cas même. Ouais. Mhm. Par rapport à la durée des airs cosmiques, par rapport à la fructification karmique, par rapport à tous ces détails du karma, etc. Ben, on est obligé de faire confiance à un omniscient. Ouais. Mais Mhm. c'est quand même un type de raisonnement malgré tout. C'est un type de Mhm. raisonnement. Très bien. Ok. Donc, à l'opposé des cognitions vertueuses qui doutent, on trouve celles qui sont non vertueuses. Ouais, par exemple, celles qui se demandent si les actions ont des effets ou non et pensent que ça n'est probablement pas le cas. Ouais, ou qui se demandent si la libération existe ou non et pensent que cela n'est probablement pas le cas non plus. Le doute qui fait partie des 6 afflictions racines est nécessairement non vertueux. Ouais, ça c'est intéressant ça. Si on Mhm. se dit, ah bah non, il n'y a pas de causalité karmique, il n'y a pas de renaissance, il n'y a pas les 3 joyaux, ça n'existe pas, etc. J'en sais pas grand-chose, mais je pense plutôt que ça n'existe pas. Ouais, on est quand même en train d'hésiter, hein, c'est pas une cognition Mhm. fausse. Mais ce doute, malgré tout, reste non vertueux parce qu'il nous empêche de nous diriger vers les actes vertueux. Mhm. Ouais, c'est une définition qui est trouvée dans l'Abhidharma Samuccaya d'Arya Asanga quand il parle de l'affliction racine qui est le doute. Il dit ah oui, Dhambanam yi ni sawate. Il dit que c'est un état d'esprit qui est double au regard de toutes les vérités. Et ensuite, il dit qu'il est le support du non-engagement dans la vertu. Ouais. Gewa Chornam, la Minjo Tenje Pelecheno. Ouais, il dit que quand il parle du doute qui est une affliction racine, il dit que c'est un état d'esprit qui est double au regard des vérités, donc
hum, du karma, des quatre nobles vérités, etc., et qui nous empêchent de nous diriger vers la vertu, de nous engager vers la vertu. Donc c'est pourquoi c'est une affliction qui est non vertueuse. hum. Ouais. Très bien. Mais toutes les afflictions ne sont pas nécessairement non vertueuses pour autant. Ouais. Ouais, ouais. Par exemple, la saisie du soi, elle existe aussi dans les mondes supérieurs, etc. Donc, elle est indéterminée. Elle n'est ni vertueuse ni non vertueuse. Ouais. Mhm. Très bien. Eh bien, Mais c'est super. Oui. ouais, je trouve ça super intéressant de comprendre ça parce que des fois, quand j'ai un doute et j'essaie, si je, par exemple, quelqu'un m'embête et j'ai un doute sur ce qu'il dit, etc. Et là, je vois que peut-être une inflexion, donc du coup, je me reprends tout de suite en me disant, bah non, c'est une inflexion, je me calme. Oui. Là, il y a peut-être une charnière, une clé qui peut en permettre dans la vie quotidienne de trouver, ah oui, je suis dans tel mode, Oui. j'ai des doutes, je laisse tomber, quoi. C'est, Exactement. ça peut être intéressant pour quelqu'un, au lieu de dire, de toute façon, tu racontes des niaiseries, de dire, bon, ok, tu sais ce que tu dis, je respecte, quoi. Ça Mm. fait tout de suite autre chose, quoi. Exactement. De Ouais. douter par rapport à qu'est-ce qui motive la personne. Oui, Ouais, voilà. peut-être qu'elle a des problèmes dans la vie, peut-être qu'elle a des souffrances énormes, Euh, etc. Et donc, elle projette quelque chose sur nous, etc. Donc, on n'en sait pas grand-chose, finalement, on n'en sait rien. Et hum, donc, d'avoir ce type de doute, se dire, bah, finalement, je ne sais pas ce qui motive l'autre. Donc, hum, peut-être hum, que hum. c'est pas à prendre à titre personnel, peut-être que Ouais. n'importe quelle personne qui se présenterait devant elle, elle Hum, réagirait de la même façon. Donc, c'est pas à prendre à hum, titre personnel. Donc, ça peut aider, en effet, d'avoir ce type de doute. Ouais. ouais. Et en effet, dans ce cas-là, c'est pas un doute qui est une affliction, en effet. Ouais. Hum. Ouais. Bravo, excellent. J'ai Et donc, toujours des côtés de mettre ça dans la vie courante, je peux pas c'est m'empêcher. très important. Très, Ouais. très important. C'est le but de tout ça. Parce que si Mhm. c'était juste intellectuel, bah, et si ça n'avait pas d'effet sur notre vie, ça ne servirait pas à grand-chose. Ouais. Ce serait juste un passe-temps. Donc c'est très bien, au contraire, de l'appliquer au quotidien. Bravo! Et donc il dit, on peut trouver de nombreux cas de doute neutre ou indéterminé, comme le fait de se demander, en allant voir quelqu'un, si la personne sera là ou non. Ouais. Ou de se demander au réveil si la journée sera ensoleillée ou pas, ou encore si la nourriture que l'on prépare sera bonne ou non, ou si l'on a mis assez de sucre dans le thé. Donc plein de trucs comme ça, c'est indéterminé, c'est ni vertueux ni non vertueux. Très bien. Et donc, dans la mesure où le doute est un terme dont on fait un usage général selon des contextes variés, il n'est pas juste de dire que le doute de la division septuple de l'Auric se doit d'être soit une conscience principale, soit un facteur mental. Ouais, c'est en général les deux. Ça peut être les deux. Il en va de même pour les autres membres de cette division. Ouais, la perception directe, la cognition inférentielle, la cognition fausse, etc. Ça peut être soit des consciences principales, soit des facteurs mentaux. Ouais. Très bien. Euh, ouais, de contextes variés. Très bien. Soit une fonction cognitive, donc soit un facteur mental. Il en va de même pour les autres membres de cette division. Ils n'ont pas à être définis sous l'angle de la division conscience principale, facteurs mentaux, mais simplement de manière générale. Ça, je trouve que c'est quand même utile parce que ça permet de faire quand même des distinctions plus raffinées. Et Sasanté mentionne ça aussi dans Samsara, Nirvana and Buddha Nature. Il dit que quand on parle de la saisie du soi, la Mhm. saisie du soi, ça peut renvoyer à la conscience mentale et ça peut renvoyer aussi à un facteur mental qui saisit le soi, l'ignorance qui saisit le soi. Donc, si on Mhm. dit l'ignorance qui saisit le soi, c'est nécessairement un facteur mental, parce que c'est l'ignorance. Mais si on parle de la saisie du soi, c'est aussi la conscience mentale qui est associée à cette ignorance, ouais, qui saisit le soi. Voilà un petit Mhm. peu comme on avait dit, bah, si un ministre décide de faire quelque chose et que le gouvernement est d'accord, tout le gouvernement le fait, même si c'est par le pouvoir du ministre lui-même. Ouais, Mhm. ok, très bien, très bien. Euh, très bien. Par contre, lors de la définition du doute qui fait partie des 6 afflictions racines, la qualification par son propre pouvoir doit être apposée. Ouais, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez Arya Sangha, dans l'Abhidharma Samuccaya, il ne dit pas par son propre pouvoir. Ah bon? Ouais, il dit juste que c'est
un état d'esprit qui est double. Je ne l'ai pas ici, il faudrait que je vérifie. Faudrait que je vérifie. Tiens, je vais juste regarder, je vais chercher un texte. Je reviens tout de suite. Voilà, impeccable. Donc, normalement, en effet, c'est la définition qu'on avait donnée tout à l'heure. Dambana, la yini, savate, ouais. Gewechona, la minjo betanje pelecheno, exactement. Il ne dit pas par son propre pouvoir. Mais il semble que dans le commentaire de Kachan Yeshegensen, il y ait ça. Euh, ouais. Non, il ne le dit pas non plus. C'est intéressant ça, ouais. Ok, donc il faudrait rajouter, il faudrait dire en fait Arya Sangha qui ne se trompe jamais, euh, à délibérément donner ce type de définition pour qu'on puisse approfondir. Ok, donc idéalement, c'est vrai qu'il faudrait dire par son propre pouvoir si on parle du doute qui est une affliction racine. Ok, Mhm, mhm, mhm. très bien, très bien. Très bien. Donc, sa définition est une affliction qui a un dilemme entre deux directions par son propre pouvoir. OK. Donc, peut-être la définition qui est donnée dans un autre texte que dans la Vidalma Samuccaya. OK. Très bien. Donc, la conscience principale qui accompagne le doute souillé ou affligé n'est pas le doute, qui est l'une des afflictions racines, bien qu'il soit un doute. Ouais, c'est un petit peu le même principe que on avait vu que les facteurs mentaux et les consciences principales, les facteurs mentaux coloraient les consciences principales. Ouais, si par exemple on a le facteur mental de doute dans la conscience va douter de toute façon. Donc la conscience mentale sera un doute aussi, mais ne sera pas l'affliction du doute, parce qu'une affliction est nécessairement un facteur mental. Ouais, c'est Mhm, juste mhm, mhm. une distinction ici. Et en même temps, ça nous aide aussi à nous dire, je ne suis pas mes afflictions. Mes consciences peuvent être influencées par mes afflictions. Ma conscience mentale peut être influencée par les afflictions, mais elle n'est pas une affliction elle-même. Ouais, sinon, il faudrait se débarrasser de notre conscience mentale pour se débarrasser des afflictions. Ouais, ou Mhm, si un arat, par exemple, n'aurait plus du tout de conscience mentale, ce qui est complètement faux. Ouais. Donc ça, c'est très important de voir ça, de se dire que les afflictions sont des facteurs mentaux, mais ne sont pas foncièrement notre conscience mentale. Ouais, donc mhm. ça permet aussi d'avoir un certain détachement par rapport à nos afflictions. Ouais. Puis de les remettre en question, oui. Oui, exactement. De s'éloigner de ça, quoi, oui. Ouais, ouais, tout à fait. De se dire qu'en effet, on peut s'en débarrasser. Ouais. Mhm, Très bien. La raison en est que tout ce qui est l'une des afflictions racines est obligatoirement un facteur mental et donc se trouve inclus dans les 51 facteurs mentaux. Et ben c'est super. C'est super. Ensuite, c'est plutôt facile parce qu'on a les doutes qui tendent vers la réalité, ceux qui ne sont pas factuels et ceux qui vraiment hésitent entre les deux. Lorsque les doutes sont divisés, ils sont au nombre de trois, ceux qui tendent vers les faits, ceux qui ne tendent pas vers les faits, et, euh, et les deux de façon équilibrée. OK. Et ceux qui tendent vers les deux de manière équilibrée. OK. Donc là, il faudrait peut-être juste clarifier la phrase ici. Très bien, une illustration d'un doute qui tend vers les faits est un esprit divisé en deux points qui pensent le son est probablement impermanent. Ouais, c'est assez facile. Ça veut dire qu'on hésite. On n'est pas vraiment sûr, mais on se dit c'est probablement le cas. Ouais. Ok, très bien. Et donc certains pourraient dire que le doute qui tend vers les faits, c'est la même chose que la supposition correcte. On en avait parlé de la supposition correcte ou pas? Je ne sais plus si elle vient avant ou après dans le texte. Ben, on en a parlé, Ah mais oui, elle vient avant. On a parlé on en avant. avait parlé, oui, on se met dit, oui, oui. Ouais, parce que la supposition correcte, elle est en accord avec les faits. Mhm, Et elle ne réalise pas malgré tout la réalité, ouais. Et le doute qui tend vers les faits aussi est en accord avec les faits, mais il ne réalise pas non plus cette réalité. Mais il y a quand même un point très important, c'est que la supposition correcte, elle n'hésite pas entre deux possibilités. On se dit, tiens, c'est comme ça. Ouais, parce que mon maître l'a dit, ok, ok, ok. etc., etc. Alors que le doute, on est quand même en train de osciller entre deux possibilités, ouais. Ok, donc c'est pourquoi le doute qui tend vers les faits n'est pas la supposition correcte. Ok, très bien, très bien.
Magnifique. Et donc ensuite, on a donc les doutes qui tendent vers les faits. On dit du premier qu'il tend vers les faits parce qu'il est presque factuellement concordant. On pourrait dire qu'il est factuellement concordant, sauf qu'il l'est de manière alternative. Ouais, parce que des fois, on se dit, tiens, c'est peut-être comme si, ah ben non, peut-être pas comme ça, etc. Il est sur le point de concorder avec les faits. OK. Mhm. Ouais, mais on pourrait dire malgré tout que le doute qui tend vers les faits, ouais, il n'est pas nécessairement en accord avec la réalité. Il va plutôt dans la bonne direction. Ouais. Parce que pour qu'une cognition soit vraiment factuellement concordante, il faut qu'elle n'en bouge pas de cette affirmation, d'une certaine manière. Ouais, ok. Donc, si l'on ne rencontre pas de circonstances adverses, il concordera avec les faits. Mais si l'on rencontre des circonstances adverses, comme un mauvais maître ou de mauvais amis, il ne concordera pas avec les faits. Ouais, d'accord. Ouais, on pourrait dire que c'est très fluctuant le doute. Quand on est dans le doute, etc., on pourrait dire que c'est très fluctuant. Euh, il suffit de regarder, par exemple, je sais pas moi, on regarde une émission et après on se dit, bah tiens, c'est certainement comme si. Puis après, on regarde une autre émission qui va corroborer ces faits-là. Dans ce cas-là, on va plutôt aller dans la bonne direction. Et si on regarde des trucs, des fois sur YouTube, des trucs que les algorithmes nous font regarder, etc. Où il y a beaucoup de gens, des influenceurs, etc. Par exemple, il y a beaucoup de trucs sur le masculinisme de nos jours, etc. Il y a des influenceurs qui sont dans cette mouvance-là. Et si on écoute ces gens-là, on pourrait ne pas tendre vers les faits. Ouais, on pourrait se dire il y a nécessairement des distinctions de genre entre les hommes et les femmes, etc., etc. Les uns sont supérieurs, les autres sont inférieurs, etc. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait douter malgré tout, mais ne pas tendre vers les faits. Par contre, Mhm. si on regarde des choses plus scientifiquement démontrées, etc., on pourrait se dire, bah non, il n'y a pas de distinction entre les genres, etc. Et donc, ce que disent les masculinistes, c'est complètement à côté de la plaque. Ouais, donc dans ce Mhm. cas-là, on pourrait avoir à nouveau un doute qui tend vers le factuel. Ouais, Mhm. bravo, excellent, excellent. Super. Et jusqu'à ce qu'on ait une supposition correcte en se disant, bah si, c'est sûr qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes, etc., fondamentale. Et si en plus on analyse et que du point de vue bouddhiste, on se dit, il y a la nature de Bouddha, etc., n'importe quelle personne dans la nature de Bouddha, on verra qu'en effet, on est tous pareils. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et donc là, on pourrait même la déboucher sur une supposition correcte et jusqu'à l'inférence. Ouais, ça pourrait, ce serait idéal. Très bien, très bien. Et donc, très bien. On peut lire un livre erroné ou incorrect, par exemple, et être amené à penser, ça n'est pas vrai, le son, après tout, n'est pas impermanent. Donc là, bien sûr, la Potier parle de livres, moi je parle de YouTube ou d'algorithmes, etc., mais c'est le même principe. Ouais. Et donc, générant ainsi une conscience qui n'est pas factuellement concordante. Ouais, si on se dit, bah non, le son est permanent, ok. Où le son, après tout, n'est pas impermanent. Dans ce cas-là, on irait plutôt vers quelque chose d'incorrect. Ouais. Mais la plupart des doutes qui tendent vers les faits finissent par concorder avec les faits. Ouais. Ok. Donc ça, c'est assez facile. Ensuite, les doutes qui ne tendent pas vers les faits, bah, c'est l'opposé. Une illustration d'un doute qui ne tend pas vers les faits et un esprit divisé en deux points qui pense le son est probablement permanent. Ouais, on n'en sait pas grand-chose, mais on se dit c'est probablement permanent. Ok, à moins que d'excellentes conditions soient rencontrées, ce genre de doute devient généralement un esprit qui ne s'accorde pas avec les faits et donc qui va devenir une cognition fausse. Ouais, le doute qui ne tend pas vers les faits. Mais là, c'est pareil, il y a des débats par rapport à ça. Il y en a qui pourraient dire, bah, le doute qui ne tend pas vers les faits, c'est une cognition fausse. Ouais, comme tout à l'heure, on avait dit le doute qui tend vers les faits, ce serait une supposition correcte. Et ben, dans les deux cas, ça ne joue pas. Ouais, parce que le doute, de toute façon, il hésite. Alors que la supposition correcte, elle n'hésite pas. On y va à fond vers la réalité. Et la cognition fausse non plus. On se dit, ah bah non, la Terre est plate, je le sais, je sens que je le sais. Et donc, on n'hésite pas dans ce cas-là. Et donc, c'est une cognition fausse. Ouais. Ok, très bien. Mais si l'on rencontre un bon maître, on lit un bon livre, il est toujours possible de générer un esprit
factuellement concordant. Ok, très bien. Et puis, il y a le doute équilibré. C'est en général le vrai doute, hein, parce que c'est celui où on hésite vraiment, hein. Une illustration d'un doute équilibré est une cognition hésitante qui se demande si le son est permanent ou impermanent. En fait, on se dit, ouais, j'en sais pas grand-chose, et donc on hésite. Ouais. Donc, selon les circonstances rencontrées, ce type de doute peut devenir un esprit factuellement concordant ou discordant. Ouais, ça dépend des conditions qui sont rencontrées. Et ensuite, les doutes qui font partie des pires sortes de conscience. Pardon, les doutes font partie des pires sortes de conscience. Sinon, alors, le doute qui n'est pas scientifique, hein, bien sûr, hein, parce que le Mhm. doute scientifique, au contraire, c'est vraiment souhaitable. Et donc, si l'on voyage le long d'une route en se demandant constamment si c'est la bonne route ou pas, il est difficile d'arriver à destination. Ouais, c'est pourquoi, quand on parle du doute qui est une affliction, c'est une entrave. C'est ce qui empêche d'entrer dans les voies. Il y a la saisie du soi, il y a le doute, et il y a aussi considéré de mauvaises éthiques comme suprêmes. Ouais. Et donc, en fait, c'est expliqué comme ça veut dire que si on est, par exemple, dans une prison et qu'on veut se diriger vers la sortie, eh ben, il pourrait y avoir un premier entrave qui se dit, ah ben non, si je sors de la prison, je risque de rencontrer des expériences encore pires. Mhm. Et donc, on Oui. n'a pas envie de sortir de la prison. Et donc, ça, c'est la saisie du soi qui nous empêche de sortir du samsara. On se dit, ah, si ça se trouve, je n'existerai plus. Si je réalise Mhm. la vacuité, etc., si ça se trouve, je n'existerai plus. Donc, ça, c'est la saisie du soi, c'est la première entrave. La deuxième entrave, c'est le doute. Se dire, tiens, peut-être que la porte de sortie, elle est là, mais peut-être qu'elle est derrière moi. J'en sais rien. Ouais. Mhm. Et donc, ça, c'est une autre entrave. Ça veut dire que même s'il y a une porte de sortie, on n'est pas sûr. Et comme dit la Potier, quand on est sur la route et qu'on se demande si on est dans la bonne destination, on n'a pas envie vraiment de continuer. Il y a comme un obstacle, il y a comme une crispation à l'intérieur. On se dit, si ça se trouve, je m'éloigne de la destination. Ouais. Mhm. Donc ça, c'est la seconde entrave, c'est le doute. Et puis, il y a la dernière entrave, c'est considérer de mauvaises éthiques, de mauvaises observances comme suprême. C'est se dire, OK, la porte de sortie, elle est là-bas, mais pour y arriver, je dois aller dans l'autre côté. Pour me diriger vers la porte de sortie, je dois y aller à reculons, ou je dois aller dans l'autre direction. Et non, dans ce cas-là, ce serait aussi une entrave. Ouais, OK, très bien, très bien. Et ben, c'est super. Et donc, on a besoin de se débarrasser de ces trois entraves. C'est pourquoi, dans certains textes, ils disent que les arias, ceux qui commencent à avoir une réalisation directe de la vacuité, donc sur la voie de vision, se débarrassent de ces trois entraves. Ouais. La saisie du soi qui est acquise, le doute et considérer les fausses observances comme suprêmes. Et ben, c'est super. Donc, on a vu quand même beaucoup de choses. On a vu, parmi les divisions septuples, on en a vu six. Waouh! Et il en manque une, c'est la cognition fausse. Enfin, c'est- Eh ben, c'est génial, ça. C'est génial. Et donc, est-ce qu'on continue sur la cognition fausse ou est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Non, non, les doutes, enfin, les doutes pour moi, ça ne me fait pas douter, c'est clair. Ouais, c'est assez clair, hein. Ah oui, je trouve que c'est relativement simple parce qu'en fait, je pense que chacun pratique le doute régulièrement sur ces différents aspects, donc Oui, ça me semble assez ouais. facile d'accès, quoi. Excellent, super. Très bien. Donc, on peut aller jusqu'à la cognition fausse. Waouh, Oui. on va aller super vite. Ok, très bien. Donc, la cognition fausse, c'est le numéro 7. Comme Hum. ça, on pourra ensuite débattre sur les divisions septuples. On pourra, une fois qu'on aura bien compris ces divisions septuples, on pourra débattre, se dire lesquelles sont conceptuelles, lesquelles peuvent être conceptuelles, lesquelles ne le sont pas, etc. On va s'éclater. Ouais. La Que je me définition. fasse un pense-tête, un petit résumé sur une feuille de triche là, parce que sinon. Oui, exactement. Bah, en fait, moi, j'aurais des diapos, j'essaierai d'avoir des diapos par rapport à ça, par rapport à cette division septuple, d'essayer de mettre des couleurs par rapport à celles qui sont conceptuelles, celles qui peuvent l'être, Hum, etc. hum, 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 Je vais te faire des trucs comme ça aussi, ouais. Très bien. Et donc, la définition d'une cognition fausse, c'est une cognition qui est incorrecte quant à son objet d'engagement, qui se trompe vis-à-vis de son objet d'engagement. Ça, hum. c'est intéressant, parce que c'est la définition, en effet, généralement donnée. Il y en a qui disent aussi, par exemple, Yonzin Pulvuchak va dire c'est une cognition qui s'engage vers son objet de manière incorrecte, mais
ce qu'il faut voir, c'est qu'en effet, c'est l'objet d'engagement qui compte. Ouais, c'est l'objet d'engagement, c'est l'objet que la conscience est censée comprendre. Et là, elle va dans dans la direction opposée. Ouais. Par exemple, on est censé comprendre l'impermanence du son, par exemple, et on va se dire, bah non, le son est permanent. Dans ce cas-là, on va dans la direction opposée. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc ça, c'est la cognition fausse. Et donc, on pourrait dire que c'est une cognition qui, de manière unipointée, se dirige dans la fausse direction. Parce que sinon, ça pourrait être associé au doute qui ne tend pas vers le factuel. Ouais, le doute, il est équivoque, alors que la cognition fausse, elle est univoque. Elle se dirige les deux pieds dedans, ouais, vers la fausse direction. Ok, très bien, très bien. Et donc, cette définition doit spécifier objet d'engagement et pas simplement objet. Même si Yongzin Polobotchak, lui, ne dit pas objet d'engagement, il dit juste objet. Ouais, une cognition qui s'engage de manière incorrecte vis-à-vis de son objet. Parce que toutes les cognitions conceptuelles sont erronées quant à leurs propres objets, ça veut dire par rapport à leurs objets apparents. Ouais. Ok. Donc ça, on avait vu que toutes les cognitions conceptuelles sont erronées. Ouais, tu te souviens? Oui. Eh ben, c'est super. Donc, mais erroné, c'est juste une erreur légère. Mm, C'est-à-dire que c'est au regard de ce qui apparaît, alors que une cognition fausse, c'est au regard de ce qu'elle est censée comprendre. Donc c'est encore pire. Ouais. Bravo. C'est super. C'est Mais je super. préfère toujours dire, au lieu d'erroné, pour moi, c'est toujours distordu parce que Oui. pour erroné et fausse, pour moi, c'est un peu synonyme. Donc, du coup, dans ma tête, je mets toujours un petit truc pour me dire que c'est distordu et pas. Oui, exactement. Ouais. Tout à fait, c'est distordu. Ouais, c'est le même principe. C'est tout à fait ça. Et donc, c'est distordu parce que c'est au regard de ce qui lui apparaît, exactement. Alors que faux, ça veut dire c'est complètement à côté de la plaque. Mm, Très bien, excellent. Ouais. Eh ben, c'est super. En effet, on a dit que toutes les cognitions conceptuelles sont erronées ou distordues. Les images de ces objets passant pour être les choses elles-mêmes. Ouais, quand on pense à quelque chose ou à quelqu'un, l'image donne l'impression d'être ce quelque chose ou ce quelqu'un, mais n'est pas ce quelque chose ou ce quelqu'un. mm, Exactement. Même si nous, on n'adhère pas nécessairement à cette fausse apparence. On n'est pas en train de se dire, ah bah si, l'image que j'ai, c'est, euh, par exemple, si je pense à ma tasse, l'image de ma tasse donne l'impression d'être ma tasse, mais moi, je ne vais mm, pas y adhérer. Je ne suis pas en train de dire, bah si, j'ai ma tasse dans l'esprit. Mais parfois, on peut avoir des cognitions fausses. Par exemple, quand on est dans une affliction, par exemple, dans la colère ou dans la jalousie, l'orgueil, etc., si on est dans la colère vis-à-vis de quelqu'un, c'est qu'on a une image de cette personne et on est persuadé que cette image est cette personne. Là, c'est une cognition fausse. mm, Ça, c'est intéressant. Ouais, ou si quelqu'un est en colère vis-à-vis de nous, cette personne est en colère vis-à-vis d'une image qu'elle a de nous, mais mm, mm. pas vis-à-vis de nous Oui, en c'est ça. réalité. Donc, ça permet de se distancer aussi par Oui, rapport à tout oui, ça. tout à fait, oui. C'est super, ça. Ça, c'est très, très intéressant, ouais, par rapport Mm, à justement au quotidien, comment est-ce qu'on fait pour gérer les difficultés, etc. mm, Très bien. Et donc, si l'on posait simplement comme définition d'une cognition fausse, une cognition qui est erronée quant à son objet, il faudrait admettre que les cognitions inférentielles valides du type de celles, du type sans S, du type de celles qui réalisent l'impermanence ou le non-soi, sont fausses, ce qui n'est pas souhaitable. Ouais, c'est ce que dit ici la Téléboitier. Euh, Contrairement à ce que dit Yongzin Pulbuchok. Yongzin Pulbuchok dit que la cognition fausse, c'est une cognition qui est incorrecte, qui s'engage de manière incorrecte vis-à-vis de son objet, mais on pourrait dire que c'est implicite le fait de comprendre que c'est son objet d'engagement, puisqu'elle s'engage de manière incorrecte. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, ça joue. Il n'y a pas besoin de marquer son objet d'engagement. Mais en effet, la Poitiers dit, si on ne spécifiait pas, si on dit c'est une cognition qui se trompe vis-à-vis de son objet, eh ben, quel objet? Ouais, ça pourrait être son objet apparent. Ouais, si mm, on dit une cognition fausse, c'est une cognition qui se trompe vis-à-vis de son objet. Eh ben, imaginons que ça pourrait renvoyer à son objet apparent. Ça veut dire que toutes les cognitions conceptuelles seraient fausses, seraient plus que mm. distordues, elles seraient fausses. Oui. Et donc même une cognition inférentielle qui réalise que le son est impermanent serait fausse. Elle se tromperait vis-à-vis de l'impermanence du son. Mm, mm, Donc ce n'est pas correct. Ouais. C'est pourquoi on devrait dire, faire la distinction entre l'objet apparent et l'objet d'engagement. On va dire qu'une cognition fausse, c'est nécessairement une cognition qui se trompe vis-à-vis de son objet d'engagement. mm. Ok, très bien, très bien.
Donc, ces cognitions ne sont pas erronées quant à leur objet d'engagement, donc les cognitions valides inférentielles, elles ne se trompent pas vis-à-vis de leurs objets d'engagement, au contraire, elles le réalisent. Ouais. L'impermanence et le non-soi, et ne sont donc pas des cognitions fausses. Exactement. Très bien. Une autre définition proposée est parfois une cognition qui est incorrecte quant à son objet conçu. Mais là, ça poserait question parce que ça voudrait dire que, je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé des différents types d'objets, objets conçus, objets d'engagement, objets apparents, etc. Et donc, l'objet conçu, c'est l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle. Ouais, D'accord. c'est l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle. Donc, si on dit qu'une cognition fausse, c'est nécessairement une cognition qui se trompe à l'égard de son objet conçu, bah, ça veut dire que les cognitions fausses ne sont que conceptuelles. Parce que les cognitions non conceptuelles n'ont pas d'objet conçu. Ouais, il n'y a que les cognitions conceptuelles qui ont un objet conçu. Ouais, conçu, conceptuel, ça va ensemble. Ouais. Les cognitions non conceptuelles n'ont pas d'objet conçu. Elles ont un objet d'engagement, elles ont un objet apparent pour la plupart, mais elles n'ont pas d'objet conçu. Donc, si on disait en effet que la définition d'une cognition fausse, c'est une cognition qui se trompe à l'égard de son objet conçu, eh ben, on n'inclurait que les consciences conceptuelles dans les cognitions fausses. Or, il y a des cognitions fausses qui sont non conceptuelles. Ah oui, 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 c'est la Ouais. corde de le serpent. Oui, comme voir un serpent alors que ce n'est qu'une corde Voilà, enroulée la sur un corde de le nœud. serpent. Exactement. Bravo, bravo. Et donc, il dit en effet, mais cela n'est pas correct non plus, puisque les objets conçus n'existent pas pour les cognitions non conceptuelles. Ouais. Sinon, de telles cognitions comme la conscience sensorielle qui perçoit des montagnes enneigées bleues, qui sont bien des cognitions fausses, ne correspondraient pas à la définition. Ouais, donc si on ne parlait que de l'objet conçu, les cognitions fausses ne seraient que conceptuelles. Très bien. Eh ben, c'est super la définition. Est-ce qu'on a encore du temps? On a encore un peu de temps. La définition donnée par Geshe-Jianpel-Sampel est donc celle que l'on trouve dans la plupart des manuels. Exactement. Tout à fait. On va peut-être même finir la division septuple aujourd'hui. Génial. Les cognitions fausses conceptuelles, oui, parce qu'on a des cognitions fausses conceptuelles et cognitions fausses non conceptuelles, ouais, comme on vient de le Oui, dire. oui. Lorsque les cognitions fausses sont divisées, elles sont en nombre de deux, conceptuelles et non conceptuelles. Les illustrations de cognitions conceptuelles fausses sont une cognition qui appréhende les cornes d'un lièvre et une cognition qui appréhende le soi d'une personne. Ouais. Donc, ça veut dire que si on pense à des cornes de lapin, eh ben c'est à ce moment-là, si on dit les cornes, on pense les cornes de lapin existent, dans ce cas-là, on est dans une cognition fausse conceptuelle. Et la saisie du soi, l'ignorance qui saisit un soi, etc., c'est nécessairement conceptuel. Ouais. Ça, c'est une cognition qui apprend le soi d'une personne, etc. Donc ça, c'est bien de s'en souvenir, de se souvenir que l'ignorance fondamentale ou la saisie du soi, etc., c'est nécessairement conceptuel. Ça veut dire que pour s'en débarrasser, il faut aussi une conscience conceptuelle qui va à l'opposé. Il faut développer une cognition inférentielle qui va à l'opposé de ça. Et ensuite, bien sûr, une perception directe yogique pour éliminer les graines. Ok, très bien. Donc, on pourrait aussi poser une conscience qui appréhende des montagnes enneigées bleues ou un coquillage euh, blanc comme étant jaune. Euh, ok. Donc là, je vois pas pourquoi il dit ça maintenant, parce que là, on parle des conditions fausses conceptuelles. Oui, bah oui, Ok. Donc peut-être que c'est justement pour introduire à ce qui va venir ensuite. Ouais, on pourrait c'est dire bien conceptuel, oui. exactement. Oui, les Donc là, serpents, d'accord. ouais, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être 2 points après jaune. Juste, il faudrait 2 points pour présenter ce qui va venir après. Ouais. Sinon, on pourrait penser que ce qu'il dit ici, c'est pour commenter les conditions fausses conceptuelles. Mais non, c'est pour introduire les conditions fausses non conceptuelles. Ou Ok? réduire l'espace entre les Oui, exactement. paragraphes, ce sera peut-être plus simple. Ouais, tout à fait. Donc, les cognitions fausses non conceptuelles, il y a 2 sortes de cognitions fausses non conceptuelles, sensorielles et mentales. Oui, parce on a 2 types de cognitions non conceptuelles, celles qui sont mentales et celles qui sont sensorielles. Ouais, donc, on a forcément aussi des cognitions fausses non conceptuelles qui sont mentales et d'autres qui sont sensorielles. OK. Les cognitions sensorielles fausses sont, par exemple, une cognition sensorielle qui voit 2 lunes ou une cognition sensorielle à laquelle des montagnes enneigées apparaissent comme bleues. OK. Une cognition mentale fausse est, par exemple, une cognition
du rêve à laquelle le bleu apparaît clairement. OK? Donc ici, Yonzin Polwchok et Geshe Jampel Sampel sont d'accord pour dire qu'une cognition fausse, non conceptuelle, mentale, c'est le rêve. Ouais, pas n'importe quel type de rêve, parce qu'il y a des rêves lucides, il y a des rêves qui sont prophétiques, etc., qui sont prémonitoires. Dans ce cas-là, ça semble différent. Mais en général, le rêve, c'est non conceptuel et c'est une cognition fausse mentale. Ouais, ok, très bien, très bien. Et donc, la question de savoir si les consciences du rêve sont conceptuelles ou non conceptuelles est débattue. Ouais, c'est ce que dit ici Nichiren Rinpoche. En général, les gens pensent qu'elles sont conceptuelles, mais il semblerait que Jet Tsongkhapa dise dans son Océan de raisonnement, une explication du traité de la voie médiane d'Ariana Nagarjuna, et Ocean of Reasoning en anglais, que certaines d'entre elles sont non conceptuelles. Donc, il faudrait retrouver là où il en parle, mais ce serait bien de voir justement où Lama Tsongkhapa dit cela, parce que ça permet justement de retracer la validité des manuels qui disent en effet que le rêve est non conceptuel. Ensuite, il dit ceci conclut la division septuple des cognitions, donc de l'Auric. Pourquoi une telle division? Certains disent que c'est dans le but d'éliminer les idées fausses, comme l'assertion d'un nihiliste affirmant que le seul genre de cognition valide est la perception directe, ou l'assertion Vaisheshika affirmant qu'il n'existe pas de cognition subséquente. Mais je pense que c'est surtout en vue d'identifier les différentes sortes de conscience. Exactement. Les différentes sortes de conscience. Donc, on a vu qu'il y avait la perception directe, qu'ensuite, il y avait quoi dans la division septuple? La cognition inférentielle. Ensuite, Division septuple. Je me suis même mis. Alors, il y a même mis un post-it, hein, toi. Les ah, perceptions bravo. directes, condition inférentielle, condition subséquente, supposition correcte, euh, Oui, condition inattendive, doute et condition fausse, hein. Donc, ce sont les. bravo. Voilà, je me suis mis mon marque-page. Génial. Et en fait, c'est ça le doute. Ouais, c'est vraiment là, je sens le doute parce que on met dit division septuple. C'était quoi déjà? Alors qu'en fait, je le sais, mais Oui. quand on me pose la question, j'ai le doute. Là, je n'ai pas encore géré dans ma tête, mais il y a Ouais. toujours ce truc-là du doute quand on me pose là, je ne sais pas. Toi, c'est vraiment la saisie de moi. Je sens que je sais, moi, je suis. C'est là, je me. Oh là! Oui. C'est C'est super parce vraiment que tu les as. Tu les as quand même, c'est ça qui est bien. Pardon? Tu les as quand même, tu les as dans la tête, c'est ça qui est Oui, bien. je les ai dans la tête, mais, mais, Super. mais pourquoi j'ai ce moment de doute? Oui, c'est normal. Oui, oui, mais c'est l'infliction, c'est le. Et là, je sens, c'est la saisie de moi, quoi. Et je le vois. Donc, je vais pas poser beaucoup de questions. C'est juste pour essayer de se souvenir de la division septuple et Oui, essayer bah de oui, bah voir oui. euh, que, en général, en effet, quand on est dans la vie ordinaire, euh, on peut, en effet, passer par toutes ces étapes. Oui, Ouais, par exemple, ou quand on étudie le Lamrim, etc. euh, avant d'étudier le Lamrim, par exemple, pour le soi, quand on a la saisie du soi, on peut se dire, bah, si j'existe de manière absolue, etc. On commence par une cognition fausse. Ensuite, on passe sur autre chose. Donc, on peut commencer à douter. On peut se dire, tiens, peut-être que je n'existe pas de manière absolue, etc. Puis après, on essaie d'analyser, d'étudier un petit peu plus et on peut passer par la supposition correcte, se dire, ah bah non, je n'existe pas de manière inhérente, absolue, etc. Mais c'est pas encore une réalisation. Ouais. Donc, idéalement, ensuite, c'est d'employer des raisonnements, de se dire, bah, je n'existe pas de manière absolue parce que je dépends de plein de choses, etc. Jusqu'à un jour, espérons obtenir une réalisation yogique du non-soi, etc. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de passer d'une étape à l'autre. Et entre-temps, il y a aussi les inattentives, les subséquentes, etc. Donc, on avait vu justement dans toute cette partie du texte, dans les divisions septuples, qu'il y avait des cognitions qui réalisent leurs objets et celles qui ne réalisent pas leurs objets. Ouais, dans la division septuple, les trois premières réalisent leurs objets Oui, ou oui, peuvent réaliser leurs objets. Si on parle de la perception directe, tout simplement. Et si on parle de la perception directe valide, dans ce cas-là, elle doit réaliser son objet. La cognition inférentielle doit réaliser son objet. Et la cognition subséquente, elle doit réaliser son objet.
Ouais, donc parmi les divisions septuples, les trois premières, si on parle de perception directe valide, cognition inférentielle et cognition subséquente, ce sont les cognitions qui réalisent leurs objets, alors que les quatre dernières ne réalisent nécessairement pas leurs objets. Donc c'est comme ça qu'on peut les diviser aussi. Hum. Ouais. Et puis ensuite, on peut aussi les diviser. Comment est-ce que on inclut les consciences conceptuelles ou non conceptuelles parmi la division septuple, lesquelles ne sont nécessairement pas conceptuelles, lesquelles sont nécessairement conceptuelles et lesquelles peuvent être conceptuelles. Ouais, donc la perception directe, elle est toujours non conceptuelle. Oui, excellent, super. Mais toujours pas par définition. Ouais. L'inférentiel, pour moi, ça peut être le 2. Ouais, parce qu'une inférence, c'est une déduction logique. Ouais, Oui. c'est c'est du raisonnement. Et donc, du raisonnement, est-ce que ça pourrait ne pas être conceptuel? Bah, c'est toujours conceptuel, mais si c'est une perception directe et ça passe tout de suite dans une inférence, je sais pas. Là Mhm. je me pose la question, dans quelle mesure... Ouais, Ouais, par ouais, exemple. enfin, en fait, non, mais si je suis logique, Oui, c'est toujours... c'est pas direct, mais après, il faut que je me mette ça, oui. Oui. oui, Il faut y réfléchir parce que c'est pas ce que je ressens. J'ai l'impression la inférentielle peut être aussi mais oui, c'est pas logique, oui. Intuitivement, tu as envie de croire ce que tu vois, quand même. Mais oui, c'est un peu l'idée, je crois ce que je vois, mais en fait, c'est non, c'est dans ce cas-là, ça reste un concept, tu vois ce que je veux dire? exactement. C'est, Oui, je c'est... pense que c'est aussi pour ça que Yunzin Polbotchok, dans sa définition d'une cognition inférentielle, rajoute cognition conceptuelle. Oui, Il rajoute le mot conceptuel pour bien dire qu'en effet, une inférence, c'est nécessairement une déduction logique, et donc c'est oui, nécessairement du raisonnement, et donc c'est conceptuel. Ouais. oui, c'est Ouais. conceptuel, mais ouais, en même temps, Mais bien sûr que, comme tu le dis, l'inférence, elle doit reposer sur sur une perception directe. Pour être, Hum. pour être valide, elle doit reposer sur une perception directe valide. Par exemple, si on doit réaliser que le son est impermanent car il est produit, il faut réaliser validement et directement ce qu'est le son. Et Oui. ensuite, ce que veut dire produit, etc., etc. Et donc, c'est pour Hum. l'inférence, une inférence valide doit nécessairement reposer sur du constat valide. C'est Mais ça. l'inférence elle-même est conceptuelle, ouais. Oui, c'est ça Voilà, où ça commence exactement. ouais. Ensuite, les cognitions subséquentes peuvent être conceptuelles ou pas. Ça dépend. Ouais. Ouais, Il y en a ouais. qui sont conceptuelles, il y en a qui ne le sont pas. Ensuite, il y a quoi? Il y a l'inattentive. L'inattentive est nécessairement non conceptuelle. Mon La conceptuel, oui. supposition correcte est nécessairement conceptuelle. Le doute aussi. Oui. Et la cognition fausse, comme on vient de le voir, peut être conceptuelle ou non conceptuelle. Ouais. Hum. Eh bien, donc on essaiera de discuter sur ces points-là les fois prochaines. J'essaierai de faire des diapos, j'essaierai de faire pour comparer un petit peu les divisions septuples, pour ensuite entrer dans la division tripartite, qui n'est pas si compliquée. Et même si la façon dont c'est formulé, ça a l'air de l'être, mais ça ne l'est pas tant que ça. J'ai regardé un peu, Ouais. ça a l'air costaud ouais, quand même. Ouais. Ça veut dire que la division tripartite, c'est au regard de l'objet apparent. Est-ce que la cognition se trompe à l'égard de son objet apparent ou pas? Hum. Ouais, une cognition qui est non conceptuelle, elle ne se trompe pas vis-à-vis de son objet apparent. Donc, dans ce cas-là, on parle, si elle ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent, c'est une perception directe, nécessairement. Mhm. Ensuite, il y a les cognitions conceptuelles, celles qui se trompent à l'égard de leur objet apparent. Et ensuite, il y a les cognitions non conceptuelles qui se trompent à l'égard de leur objet apparent. Et donc, dans ce cas-là, la plupart du temps, c'est des cognitions fausses, non conceptuelles. Donc, c'est juste cette division tripartite. C'est un petit peu une autre façon de formuler les choses, mais on verra que c'est pas si compliqué. Il y a juste des Ok. débats par rapport à la troisième. Est-ce que toutes les cognitions non conceptuelles qui se trompent à l'égard de leur objet apparent sont nécessairement des cognitions fausses? On verra que pas nécessairement en fonction de différents mètres. Et les divisions bipartites, j'ai l'impression que c'est le plus facile qu'on verra vers la fin. On verra que si c'est une cognition, soit c'est une cognition conceptuelle, soit c'est une cognition non conceptuelle, soit c'est une cognition sensorielle, soit c'est une cognition mentale, soit c'est une cognition erronée, soit c'est une cognition non erronée, etc., etc. On verra aussi des divisions bipartites qui sont plus faciles. Très bien, eh ben c'est super, bravo Vali, on a beaucoup avancé, c'est super.
Et donc, la fois prochaine, je ferai des diapos pour essayer de comparer les divisions septuples. Ouais. Merci D'accord. beaucoup. Et on peut le dédier, comme d'habitude, à la longue vie de nos grands maîtres comme Saint Dalai Lama et leur excellente santé, et à l'éveil le plus rapide de tous les êtres. Merci beaucoup. Merci, merci Prends soin beaucoup. de toi et peut-être à ce soir pour les débats. Oui, à ce soir. Ça marche. Merci, excellente journée. Ciao. Ciao, bonne journée. Viva